BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdocom. Au sommaire de cette émission, on reçoit le patron, le fondateur et président de Molotov, Jean-David Blanc. Il nous informe en exclusivité la création d'une nouvelle offre, les chaînes FAST. On vous explique tout dans un instant. Et aussi en exclusivité, on vous parlera du palmarès des valeurs de marque des entreprises françaises de Brand Finance France. Son directeur général Bertrand Chauvet sera en plateau avec nous. Voilà le programme pour Hebdocom, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et comme d'habitude, je suis entourée de mes deux acolytes, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, et Éric Jaoui, fondateur de Zion Save. Bonjour à tous les deux. Bonjour Margot. Alors, petite question, aujourd'hui on parle de Molotov, qu'on reçoit en invité du Focuscom. Frédéric, quelle plateforme de distribution vous utilisez le plus ? Je vais vous surprendre. Aucune. Mais non, c'est pas vrai, je crois pas. Mais si, c'est vrai. Moi, je regarde la télé comme... à l'ancienne, très peu. On ne dira pas votre âge, voilà, Frédéric. Exactement. 112 ans. 112 ans. Presque autant que la doyenne mondiale. Ça, exactement. Éric Jaoui ? Est-ce qu'on peut dire que TikTok, c'est un service de streaming, de distribution ? Non, je crois pas. Non, on est vraiment dans le réseau social pour le coup. Mais c'est TikTok pour vous. Enfin, vous êtes plus à l'ère des réseaux sociaux. Ouais, voilà, on a un écart d'âge énorme là aujourd'hui. Allez, on en parle tout de suite. C'est l'heure du Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Jean-David Blanc. Bonjour Margot. Alors vous êtes le fondateur-président de Molotov, fondateur également d'Allociné. Pour ceux qui ne connaissent pas Molotov, bon, il y en a très peu, j'en suis sûre, mais Molotov est un distributeur et un agrégateur de contenu qui a deux types d'offres. Tout d'abord, l'une gratuite dite AVOD, comprenant le service de streaming Mango et une trentaine de chaînes gratuites, sauf TF1 et M6. L'autre est sur abonnement à près de 4 € par mois pour avoir accès à 80 chaînes, dont TF1 et M6. Vous nous annoncez aujourd'hui en exclusivité la création d'une offre, les chaînes FAST. En quoi ça consiste exactement ? Les chaînes FAST, c'est le nouveau nom qu'on donne finalement aux chaînes linéaires que vous consommez. C'est-à-dire, c'est l'agrégation de contenus à la demande qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Comme une chaîne de télé, en fait. C'est une chaîne de télé, mais sur Internet, qui permet alors on peut skipper en avant, en arrière, c'est l'avantage de ça, mais c'est le nouveau nom qu'on donne aux chaînes de télé. Alors, le FAST, c'est pour Free Ad Served Télévision. Donc du coup, on peut faire des playlists. Pardon, on peut faire des playlists de différents programmes qu'on aime bien. Alors, elles sont faites pour vous, par Molotov. Donc, vous choisissez une chaîne par thématique, cinéma, documentaire, série, et vous rentrez sur la chaîne et vous regardez ce qu'on vous offre. Et on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, que les gens aimaient deux façons de consommer du streaming. C'est soit de passer du temps à choisir ce qu'ils veulent, soit ils veulent ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils choisissent et ils démarrent leur programme, soit ils naviguent pendant beaucoup de temps dans les pages et dans les vignettes et ils finissent par trouver un programme, soit ils aiment aussi qu'on leur propose quelque chose. C'est finalement le principe de la télé linéaire. La télé linéaire, c'est rien d'autre que de l'éditorialisation de contenus qui s'enchaînent. Donc les chaînes FAST, c'est ça en moderne. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne trouvent pas ce qu'ils désirent sur les chaînes de télé traditionnelles. Donc, vous leur proposez une autre offre ? On a deux attitudes face au contenu. Soit on sait exactement ce qu'on veut voir et on veut choisir soit précisément ce qu'on veut voir, soit une thématique. Soit on se dit, je suis fatigué, proposez-moi quelque chose. Et puis j'ai envie qu'on me surprenne, en fait. Si on se base sur les chiffres de l'année 2021, on est à combien d'abonnés sur l'offre payante et l'offre non payante ? Alors, on a plusieurs millions d'utilisateurs chaque mois sur Molotov. Et parmi ceux-là, on a annoncé à la fin du dernier trimestre plus de 300 000 abonnés aux offres payantes de Molotov, en croissance de 104% de mémoire par rapport à l'année dernière. Donc, on a doublé le nombre d'abonnés par rapport à l'année dernière et ça continue dans ce rythme-là. Et sur l'offre non payante, vous avez des chiffres Mais ça varie chaque mois, mais on a plusieurs millions d'utilisateurs qui viennent utiliser la plateforme sur les offres à vote de Molotov, que ce soit Mango, les offres à la demande, ou maintenant, et on l'annonce lundi prochain, les chaînes FAST qu'on lance avec Mango. On en parlera de Mango dans un instant, Frédéric. Dans l'univers
très riche de l'offre audiovisuelle, de l'offre de programme. Qu'est-ce qui est l'argument de vente de Molotov? Qu'est-ce qui convainc les gens de venir s'abonner chez vous? Alors auprès de qui? Des annonceurs qui achètent de la pub ou des utilisateurs? Les utilisateurs. La facilité. D'abord, on constate, et c'est mondial, un switch entre l'usage linéaire type TNT ou box de la télévision vers le streaming. Pourquoi le streaming? Finalement, vous me direz c'est les mêmes programmes, mais la différence c'est que vous pouvez les regarder sur n'importe quel appareil, vous pouvez interrompre, reprendre ailleurs, les gens ont leur téléphone, leur tablette, leur télé connectée, et ils changent finalement de moyen d'accès. Bon. Le streaming apporte d'autres choses, c'est le one-to-one. Ça permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience, je le disais à l'instant, revenir en arrière, reprendre plus tard, etc. Mais ça permet aussi aux annonceurs, et là on est dans une émission qui touche les annonceurs, de cibler beaucoup mieux les utilisateurs, donc mettre moins de pubs, les rendre plus efficaces, avoir un taux de complétion qui est bien plus important, parce que les gens restent devant leur écran, parce que vous voyez, c'est la modernisation finalement de la distribution. Vous avez un algorithme pour ça d'ailleurs? Pour cibler mieux? L'industrie de la pub tech est bourrée d'algorithmes et on les affine en permanence. Alors en novembre dernier, vous êtes passé sous pavillon américain avec Fubo TV. Vous étiez d'ailleurs sur la matinale de BFM Business pour en parler. Pourquoi vous avez fait ce choix exactement? Dès qu'on a créé Molotov, on savait qu'il fallait que ce soit une entreprise qui très vite se déploie à l'international. Bon, il fallait d'abord lancer en France, puis ensuite se donner les moyens de se déployer. Et notre grand frère américain Fubo, qui fait la même chose que nous aux États-Unis, s'est introduit en bourse il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, et on s'est rapprochés, on a les mêmes valeurs, on a la même vision, on est sur 2 continents différents, on s'est dit en s'additionnant on ira plus vite, et voilà la raison pour laquelle on a fusionné. Et concrètement, ça change quoi pour vous, pour Molotov? Ça nous donne beaucoup plus de moyens. On est passé de 100 personnes à 500 personnes, dont les 2 tiers à la tech, un accès au financement beaucoup plus important, une vision. On est sur 4 territoires maintenant. On était juste en France maintenant et en Afrique. Maintenant, on est sur États-Unis, Canada, Espagne, France et les pays d'Afrique. Voilà, c'est plus de puissance. Donc l'ambition, c'est tout de même d'être un peu plus en Europe, tout de même. Oui, de devenir d'une plateforme locale, de passer à une plateforme plus globale. Éric ? Est-ce qu'on peut envisager dans l'avenir des partenariats ou d'agréger des plateformes comme Netflix, Disney, plus sur Molotov par exemple? Oui, pourquoi pas, mais vous avez 2 types de plateformes, vous avez 2 types de sujets. Vous avez les très gros producteurs, vous parlez de Netflix et de Disney, ils dépensent chacun plus de 20 milliards de dollars par an en production de contenu. Donc ils ont suffisamment de contenu pour proposer leur propre plateforme. Bon. Et puis vous avez tous les autres, à savoir des éditeurs locaux, les chaînes locales, quand je dis locales, c'est-à-dire au sens national, qui, à elles seules, sont trop petites pour pouvoir proposer une offre en stand-alone. Il y a trop peu de contenu. Bon. Et c'est là que des sociétés comme les nôtres, comme Fubo ou Molotov, jouent le rôle d'agrégateur, c'est-à-dire le point d'entrée pour accéder à une offre de chaînes qui sont plus petites. On propose sur Molotov près de 200 chaînes qui forment une offre globale dans laquelle vous pouvez choisir, picorer ce qui vous intéresse, mais utiliser une seule app pour pouvoir naviguer dans tous ces contenus. Alors, vous aviez discuté au début de l'année 2019 avec France Télévisions et Altis Média sans que les négociations aboutissent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? On a discuté avec pas mal de monde à ce moment-là. On a préféré rester indépendant, lever des fonds et jusqu'à ce qu'on rencontre Fubo l'année dernière pour fusionner. On parlait d'une offre d'acquisition à 100 millions d'euros, c'est le cas? Vous nous direz les chiffres? Il y a beaucoup de chiffres qu'on discute, qui ont circulé. Ce que je peux vous dire, et ce qui est public, c'est que l'opération s'est faite sur une valeur de 200 millions au mois de décembre l'année dernière avec Fubo. Frédéric? Quand Salto s'est créé, quelle a été votre réaction? Parce que malgré tout, c'est une... Voilà, je veux dire... On s'est interrogé sur leur positionnement. Ils affichaient une volonté de devenir le Netflix français ou européen. En fait, en réalité, ils ont agrégé des contenus qu'on retrouve par ailleurs gratuitement sur les box, des replays les uns avec les autres, et ils ont essayé de vendre ces replays. On s'est interrogé sur leur positionnement, et je pense qu'ils s'interrogent toujours sur le sujet. Mais néanmoins... Et vous, ça vous a pas inquiété? Non, au contraire, vous savez, quand vous avez une industrie dont on a ouvert la voie en 2016, quand on a lancé Molotov, qui se crée avec des concurrents qui apparaissent, quel que soit leur positionnement, c'est bon pour l'ensemble de l'industrie. On était leader, ça continue à nous pousser dans ce sens-là. Et justement, vous considérez Salto comme un concurrent, officiellement?
Leur positionnement n'est pas clair. Soit c'est un agrégateur de replay, soit ils proposent des contenus exclusifs. Non, on les considère comme des confrères. Et quelle a été la réaction des annonceurs quand vous avez eu cette petite bataille avec M6 et TF1 ? Pour nous, les annonceurs sont très contents parce qu'ils voient nos chiffres, notamment sur les services d'AVOD, de manière excellente. Pour vous donner un chiffre, sur la télé traditionnelle, 69% des gens ont plus de 50 ans. Sur Molotov, c'est 65% ont moins de 50 ans. Et les chiffres sur Molotov et notamment sur Mongo croissent de manière exponentielle. Donc ils sont ravis de voir un acteur comme nous apparaître dans le milieu de la télévision gratuite. Justement, parlant de la télévision gratuite, vous dites dans Le Point, certaines chaînes dont l'ADN et le cahier des charges sont la gratuité, sont doucement en train de basculer vers le payant. Pourquoi pensez-vous qu'on bascule vers un nouveau modèle économique en chaîne de télé ? Il suffit de le regarder, de le constater. Regardez, TF1, France Télévisions, M6 sont des chaînes dites gratuites, pour l'utilisateur, avec un cahier des charges, des conventions de chaînes gratuites. Elle crée Salto qui est payant. On peut s'interroger. Elle devrait créer une plateforme globale gratuite. TF1 et M6 ont lancé des services payants. TF1 Max, M6 Replay. Bon, quand on a voulu renouveler les accords avec eux, certains nous ont dit « Ah non, mais on est d'accord à condition que vous fassiez payer notre chaîne aux utilisateurs. » Donc vous voulez, au contraire, au bénéfice des consommateurs, faire en sorte que même sur Internet, les chaînes dites gratuites le restent. Bon, au fond, c'est pas notre rôle de décider de ça. C'est au législateur de savoir s'il a envie de continuer à avoir existé des chaînes gratuites qui le restent vraiment. Donc c'est le seul moyen, selon vous, de récolter de l'argent en télé maintenant ? De quoi, le payant ? De faire payer, oui, de faire payer. Non, au contraire, Mongo est la preuve du contraire. L'explosion des offres d'AVOD et maintenant de Fast prouve qu'au contraire, il y a une demande des annonceurs pour pouvoir toucher des téléspectateurs de manière ciblée avec des services qui sont gratuits. Je pense qu'il y a une place pour les deux. Le payant pour tout ce qui est premium, ce que fait très bien Canal, ce que fait très bien Netflix, ce que fait très bien Disney, et puis le gratuit avec ce qui est moins premium, ce qui ne veut pas dire de mauvaise qualité, mais avec un financement qui est différent. Et puis aussi permettre à toute une série de consommateurs, ceux qui ont moins les moyens et ceux qui ont plus les moyens, de pouvoir accéder à des contenus. En tant qu'entrepreneur, merci. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier sur Molotov aujourd'hui ? L'innovation. L'innovation. Quand on a théorisé le principe d'une évolution de la consommation télévisuelle en 2012 et qu'on l'a lancé en 2016, sans quasiment dépenser d'argent en publicité et se retrouver avec 1 million, 2 millions, 3 millions, 7 millions, maintenant bientôt 19, presque 20 millions de gens qui sont inscrits sur la plateforme, on peut être fier de voir qu'on a créé un service qui a priori n'était pas attendu, personne n'avait de problème pour accéder à la télé quand on a créé Molotov, devienne un usage courant et soit l'enjeu d'autant de disruption dans ce métier. Salto, Fubo, Netflix, Molotov, enfin aujourd'hui tout le monde a ça à la bouche, quoi. Merci beaucoup Jean-David Blanc d'avoir été en plateau avec nous, c'était passionnant. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Molotov, Hebdocom, il faut le dire tout de même. Allez, on passe tout de suite au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Ravie de vous retrouver. Alors on va parler aujourd'hui de la couverture médiatique. À chaque élection présidentielle, les médias et notamment la couverture journalistique sont vivement critiqués. Mais pas cette fois apparemment, expliquez-nous. Eh ben non, 57% des Français jugent bonne l'information délivrée par les journalistes pendant la campagne présidentielle. L'étude a été réalisée par Via Voice. Seulement 11% des personnes interrogées estiment que la couverture a été très mauvaise. 25% la trouvent assez mauvaise et parmi les satisfaits, 8% estiment que l'information délivrée était très bonne et 49% assez bonne. Le sondage a été réalisé en partenariat avec France Télévisions, France Média Monde, le JDD et Radio France. De quoi faire sourire les rédactions, Rebecca. Dans le reste de l'actualité, Avasport et Entertainment et Socialize Paris s'unissent pour devenir Havas Play, une agence permettant aux marques de proposer des contenus et expériences utiles et pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le but est de créer une nouvelle agence bien définie et Havasplay a pour objectif de développer sport, média gaming, web 3.0, métavers, pour ne plus n'être qu'une agence créative ou média, mais bien un partenaire capable de proposer des contenus et expériences à leurs clients pour se rendre utile, pour avoir du sens et pour créer plus de valeur. Ces développements s'appuieront sur des experts en planning
planning stratégique, en consulting, en production et en social influence. Et c'est Stéphane Guéry qui prend la direction de cette nouvelle agence qui rassemble plus de 160 talents et 120 clients, annonceurs et institutions sportives. Et puis, Vivendi a sorti son offre publique pour l'achat du groupe Lagardère, mais Arnaud Lagardère semble vouloir tout de même rester maître de ses radios, Rebecca. Et il a même annoncé cette semaine qu'il étudie un projet visant à confirmer l'autonomie de son pôle radio, c'est-à-dire Europe 1, RFM et Virgin Radio. Ces chaînes pourraient alors être regroupées sous une société en commandite par action contrôlée par Arnaud Lagardère selon le communiqué. On le rappelle, il avait perdu les pleins pouvoirs du groupe qui porte son nom en 2021, mais avait obtenu à cette même occasion la promesse de ses actionnaires, dont Vivendi, de rester PDG jusqu'en 2027. Je le rappelle, Bolloré qui détient tout de même 45% des parts du groupe. Et toujours en parlant de grands groupes, 2 grands groupes français devraient entrer en bourse très prochainement. Et ce sont Banijay, géant mondial de l'audiovisuel, et BetClick, géant européen du pari sportif en ligne, qui font leur arrivée à la bourse d'Amsterdam le 1er juillet prochain. BetClick est un nom connu du grand public, Banijay un peu moins, mais pourtant, pour ceux qui ne le situent pas, Banijay est derrière beaucoup de succès d'émissions et de séries telles que Peaky Blinders, Germinal, Masterchef, TPMP, Fort Boyard, Koh-Lanta et j'en passe encore beaucoup. La future entité formée par les 2 groupes réunis s'appellera FL Entertainment et sa valeur est estimée à 4,1 milliards d'euros. Alors, ma petite news préférée en tant que Parisienne, on termine ce journal avec Un dimanche au cinéma, Rebecca, qui revient le week-end prochain. C'est la 3e édition qu'organise le comité des Champs-Élysées pour une séance de ciné en plein air. 1700 transats au pied de l'Arc de Triomphe dimanche prochain à 20h pour visionner Star is Born sur les Champs-Élysées. Le film sera projeté sur un écran géant de 144 mètres carrés. L'expérience est gratuite, mais les places sont limitées par un tirage au sort qui se termine le 18 mai prochain. Cet événement est organisé avec un partenariat entre TCM Cinéma, Agendas, la ville de Paris. Les 2 éditions précédentes avaient projeté 10 artistes et OSS 117 Le Caire, Nid d'Espion. Et cette année, c'est la romance et la musique qui sont mis à l'honneur. Je le rappelle, Star is Born avait été multi-récompensé avec 3 prix et 30 nominations dans plusieurs festivals. Merci beaucoup, Rebecca. Et on passe tout de suite au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Bertrand Chauvet. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Brand Finance France et vous allez nous dévoiler en exclusivité pour Hebdocom le classement des marques françaises les plus valorisées. Alors qui est donc sur le podium sur ce top 3, disons? Alors cette année c'est un grand événement puisque pour la première fois de l'histoire du classement qui est produit depuis de nombreuses années, Louis Vuitton prend la tête du classement. Ça contribue vraiment, ça démontre la contribution aussi de la marque Vuitton à l'écosystème des marques françaises, puisqu'on retrouve aussi 4 marques de luxe dans le top 10, dont Chanel qui progresse aussi de façon significative. Ce qui est intéressant, c'est de revoir un petit peu comment on valorise une marque déjà, puisque le premier point, c'est de regarder la force d'une marque, c'est-à-dire en quoi les investissements sont soutenus sur une marque. En 2, quel impact ça a sur l'image auprès de toutes les parties prenantes. Et enfin, quel impact ça a sur la performance. Et ce score de force de marque, il nous aide par une méthode des taux de redevance, donc des taux de royalty, à déterminer la valeur monétaire d'une marque à perpétuité en éliminant évidemment tous les coûts associés pour avoir une valeur actualisée nette. Frédéric? D'accord, donc le classement, c'est cette combinaison de toutes ces données qui détermine que c'est Vuitton. Oui. Mais vous ne nous avez pas dit les 2 autres. Je ne vous ai pas donné les 2 autres. Donc on retrouve Orange qui résiste, puisque la marque est stable en valeur, mais du fait de la progression de Vuitton est dépassée. Et AXA aussi, qui elle aussi se retrouve dans le top 3. C'est très très différent comme univers sur les 3. Alors tout à fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'ensemble du classement, on a à peu près 48% des marques qui sont diversifiées. Et après, il reste à peu près 5 segments. L'habillement, le luxe, la construction, les cosmétiques, l'énergie et la distribution, bien sûr, qui constituent les 5 autres segments. Donc on a une grosse diversité en France, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de géographies, puisque dans le top 10, on retrouve une marque comme Airbus, par exemple, on retrouve BNP Paribas sur les services financiers. Donc il y a une diversité assez importante. Eric ?
Quelles sont les marques qui sont en plus forte progression cette année? Alors, on retrouve Europcar. Europcar qui avait vraiment beaucoup été impacté. Est-ce qu'il y a une typologie de marque, par exemple? Non, on va dire que chaque marque est. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que chaque marque est gérée de façon vraiment spécifique à chaque activité. On va retrouver des groupes qui ont des portefeuilles de marques. C'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de LVMH, etc. Et puis des marques qui sont plus monolithiques, une master brand comme Airbus par exemple, qui elle va justement occuper plusieurs catégories, puisque Airbus c'est évidemment des avions pour les vols commerciaux, mais c'est aussi des hélicoptères et puis demain des drones et des nouveaux moyens de mobilité. Mais pourquoi Europcar par exemple? C'est parce qu'il y a un retour d'après-Covid du tourisme? Exactement. Alors, il y a deux éléments. Il y a eu un travail de fond qui a été fait sur l'activité, c'est-à-dire en termes d'investissement produit. Europcar a complètement changé son modèle pour travailler sur des flottes moins importantes. Donc, finalement, il a une approche sur le produit plus lean qui a permis de délivrer un service amélioré à ses consommateurs avec une disponibilité, availabilité des véhicules beaucoup plus importante. Et en même temps, ça s'est calé avec la reprise post-Covid qui a fait que Europcar a regagné des parts de marché sur l'ensemble des géographies. Et ça, c'est assez important, c'est que la vision des investisseurs sur la marque Europcar est assez positive. C'est-à-dire qu'ils voient en Europcar des perspectives à long terme très encourageantes, malgré, on va dire, le contexte aussi encore en renouvellement actuellement. Et qui perd le plus de place sur ce podium et pourquoi ? Alors, sur le podium, on va dire, il faut voir que c'est 150 marques. 150 marques. Du Allez, classement. Je vous laisse sur l'intégralité des marques. Je vais pas parler. Déjà, ces 150 marques, c'est des bons élèves. C'est-à-dire que toutes ces marques-là ont des valeurs plutôt significatives. Et d'autre part, elles sont surtout des forces de marque qui sont dans le haut du panier. Donc, on retrouve plutôt des marques leaders qui ont aussi une capacité, d'une part, à sécuriser leur activité présente, mais aussi à se construire sur la activité future. Donc, en diversification, en acquisition, et qui font que justement ça leur donne une longue perspective. Alors après, dans les marques qui aujourd'hui dans le top 10, on constate la baisse de Total, qui était leader il y a 2 ans, et ça c'est vraiment dû au contexte pétrole et gaz qui est en pleine mutation, et d'ailleurs Total est embarqué aussi dans cette transformation énergétique. Il y a un impact de l'Ukraine également ? Pas à ce stade, puisque nos données on a pris les données financières au 1er janvier 2022. Donc la crise ukrainienne n'est pas intégrée ni dans les perspectives, ni dans les données de financières. Et quelles sont les marques qui enregistrent la plus forte croissance? Alors, dans les fortes croissances, on va retrouver, donc j'ai parlé d'Eurocar, mais on va aussi, il faut regarder les marques dont la force a progressé. Et là encore, les marques de luxe sortent fortement renforcées de la crise, pour des raisons bien simples, c'est qu'elles sont très bien assises sur leur fondation, mais aussi et surtout parce qu'elles ont mis en place une démarche omnicanale qui a favorisé leur vente à la fois en distribution digitale, mais aussi en distribution physique. Alors Louis Vuitton aujourd'hui est en forte progression. C'est évidemment pour tous ces exercices-là, mais c'est aussi dans sa façon dont elle va demain occuper le monde, puisqu'elle développe de plus en plus de magasins en périphérie des grandes villes, si je puis dire. On n'a qu'à voir, il y a eu l'ouverture à Lille il y a quelques semaines de l'Huîtrière, mais c'est le cas sur toutes les géographies, en Chine, aux États-Unis, où Louis Vuitton sort finalement des grandes villes pour aller dans des agglomérations plus mineures, et dans lesquelles finalement elle se met beaucoup plus en contact avec ses clients pour créer des lieux d'expérience. Et donc la consommation aujourd'hui, elle se fait par le digital, mais elle se fait aussi par l'expérientiel et la façon dont on va pouvoir justement faire vivre à nos publics, nos audiences, une façon de s'immerger dans la marque qui va être un élément de différenciation très fort dans l'acte d'achat et le choix. Alors, ce qui m'a le plus marqué dans votre étude, c'est la valeur totale de ces 150 marques françaises. Après avoir baissé de 11% en 2020, donc au sein du classement Brand Finance France 150 2022, elle est en hausse de 13% par rapport aux valorisations de 2021. Est-ce que ça veut dire que l'impact Covid est un peu effacé? Alors, d'une part, l'impact Covid est effacé puisque le total des valeurs financières de marque est plus élevé qu'il y a 2 ans. Et puis surtout, c'est que la progression des marques françaises par rapport aux autres classements européens est assez importante.
C'est-à-dire que l'Allemagne, cette année, n'a progressé que de 0,5%. Donc ça montre aussi à la fois la force de la diversité, donc on a insisté là-dessus au début de l'interview, des marques françaises, mais ça montre aussi leur gain de compétitivité. Et là, c'est la capacité des marques. On a des champions français, évidemment, on parle des AXA, des Vuitton et autres, mais il y a aussi des Schneider Electric, des Legrand aujourd'hui qui progressent très fort en force de marque, qui couvrent des territoires assez importants économiquement, mais qui derrière aussi utilisent de mieux en mieux leur actif marque pour justement servir leur dimension économique. Et elles ont su rebondir au niveau organisationnel, commercial, business, mais elles savent aussi mieux utiliser leur marque pour fédérer finalement les expériences clients, la communication, juguler aussi l'intégration de leur acquisition pour les faire monter aussi dans leur image de marque au niveau général. À l'inverse, il y a des secteurs qui ont du mal à se remettre des 2 dernières années. Alors il y a l'automobile qui, c'était plutôt l'année dernière, était résisté assez bien, puisque les ventes, la demande était forte et les stocks étaient plutôt faibles, donc ils avaient réussi à améliorer leur marge et les investisseurs voyaient une perspective plutôt positive. La pression qui existe aujourd'hui à la fois sur la transformation énergétique et d'autre part sur les modes de mobilité et la digitalisation de la mobilité en général et enfin sur les approvisionnements, voilà, donc tous les acteurs automobiles aujourd'hui sont vraiment scrutinés par sous le regard important des investisseurs et elles ont un peu plus de mal évidemment à prendre le tournant. On rebondit. Merci beaucoup Bertrand Chauvet d'avoir été en plateau avec nous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà, je vais pas refaire la blague chaque année avec la chanson de Patrick Bruel, mais voilà, vous avez compris, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.